Bonjour à tous. Et si on vous disait que le vrai pouvoir, ce n'est pas la force brute, mais plutôt l'art de rester dans l'ombre? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies de l'action indirecte en s'inspirant du fameux livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. L'idée, c'est de comprendre comment on peut tirer les ficelles, sans jamais être sur le devant de la scène. On va commencer par la question centrale, celle que tous les stratèges se posent depuis la nuit des temps. Comment on fait pour atteindre ses buts, pour écarter un rival, ou même pour imposer une décision difficile, tout en gardant une réputation absolument impeccable? Eh bien, c'est précisément ça, tout l'art de l'action indirecte. Cette citation, elle résume tout. Imaginez la cour d'un roi, ou même un conseil d'administration aujourd'hui. Y aller en force, c'est mal vu. C'est considéré comme grossier, pas très fin. Non. Le vrai pouvoir, ce qui fait la différence, c'est la subtilité, c'est l'élégance, même quand on prépare les coulées plus tordues. On est donc face à un vrai paradoxe. D'un côté, il faut avoir l'air civilisé, raffiné, presque parfait. Mais de l'autre, la réalité, c'est une arène. Il faut manœuvrer, déjouer les plans de ses adversaires, juste pour rester dans la course. Et c'est justement de cette tension, de ce grand écart permanent, que naissent les techniques qu'on va voir ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que cet environnement de courtoisie forcée crée un besoin. Puisque l'action directe est bannie, ça ouvre un tout nouveau champ des possibles pour des méthodes beaucoup plus discrètes. L'objectif ultime, garder une image publique irréprochable tout en menant une guerre d'influence acharnée en coulisses. Alors, comment on fait concrètement pour agir depuis les coulisses? On va découvrir le premier outil essentiel du marionnettiste. C'est ce que Greene appelle la patte de chat. C'est vraiment la mécanique de base pour faire le sale boulot sans se mouiller. Alors, le nom vient d'une vieille fable. Vous avez un singe qui veut récupérer des marrons qui cuisent dans le feu. Plutôt que de se brûler, il attrape la patte d'un chat qui dort à côté et s'en sert pour sortir les marrons. Le singe a ce qu'il veut et c'est le chat qui a la patte brûlée. La patte de chat, c'est donc ça, c'est l'intermédiaire qu'on met en avant pour prendre les coups à notre place. L'image est assez parlante, non? Elle montre bien le détachement total, presque clinique, du manipulateur. La patte de chat, ce n'est qu'un instrument. La personne qui tire les ficelles, elle, n'a ni à se sentir coupable, ni à subir les conséquences directes. C'est l'autre qui est en première ligne. Donc cet outil a deux grands avantages. Le premier, c'est le plus évident, préserver sa réputation. On laisse quelqu'un d'autre faire l'annonce difficile ou lancer l'attaque. Mais le deuxième avantage est encore plus stratégique, économiser sa propre énergie. Pourquoi s'épuiser dans un conflit frontal quand on peut utiliser l'énergie de quelqu'un d'autre pour arriver exactement au même résultat? Ok, ça, c'était l'outil pour agir. Maintenant, on passe à l'outil pour se défendre. Si la patte de chat, c'est une sorte d'épée, le bouc émissaire, lui, c'est le bouclier. Il sert à encaisser le retour de flamme d'une action qui a mal tourné. C'est un mécanisme social incroyablement efficace. Quand une crise éclate, les gens ont besoin d'un coupable. Ils ont besoin de diriger leur colère quelque part. Le bouc émissaire, c'est un paratonnerre humain. Il attire toute cette foudre sur lui et pendant ce temps, le vrai responsable reste tranquillement à l'abri de l'orage. Et cette illustration, elle nous ramène à l'origine très ancienne, presque mystique de ce concept. C'est un véritable rituel de purification collective. On charge symboliquement un être de toutes les fautes d'une communauté et puis on le chasse. Et comme par magie, la colère, la honte, tout disparaît avec lui. Et attention, ce n'est pas juste une vieille histoire. Ça a traversé les siècles. Que ce soit dans la Grèce antique, où l'on sacrifiait des gens pour calmer la colère des dieux, ou plus tard, quand un roi renvoyait son ministre favori pour calmer le peuple. Le principe reste le même. On offre une tête pour sauver la sienne. Bon, pour être bien sûr de faire la différence, la patte de chat, c'est proactif. C'est un outil qu'on utilise pour faire quelque chose. Le bouc émissaire, c'est réactif. On s'en sert pour gérer une crise, pour absorber le blâme après coup. L'un est un instrument, l'autre est un bouclier. Mais qu'on utilise une patte de chat ou un bouc émissaire, tout ça ne fonctionne qu'à une seule et unique condition, une règle d'or absolue, l'invisibilité totale de celui qui manœuvre. Cette phrase de Gracian, elle est parfaite. C'est le b.a.-ba de la gestion d'image au pouvoir. On s'arrange pour que son nom soit toujours associé aux bonnes nouvelles, au succès, et à l'inverse, on fait en sorte que tout ce qui est négatif, les mauvaises nouvelles, les coupes budgétaires, les attaques, soient portés par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on se sculpte petit à petit une réputation en or massif. Et pour y arriver, il y a une sorte de méthode, un processus en 5 temps. 1. On cache ses intentions. Personne ne doit savoir ce qu'on prépare vraiment. 2. On trouve le bon intermédiaire. 3. On guide les événements, mais de loin, sans jamais apparaître. 4. Une fois que ça a marché, on s'attribue tout le mérite. Et 5. L'étape la plus importante, s'il y a un retour de bâton, on s'assure qu'il tombe entièrement sur quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on atteint un niveau de maîtrise supérieur. L'art suprême, ce n'est pas juste de se cacher. C'est de faire en sorte que les autres réalisent nos plans sans même s'en rendre compte. En ignorant notre véritable objectif, ils peuvent, en pensant servir leurs propres intérêts, nous servir la victoire sur un plateau d'argent.
Mais attention, parce qu'il y a un mais, et il est énorme. Cette stratégie, aussi brillante soit-elle, est extrêmement fragile. Elle a un talon d'Achille, le risque d'être démasqué. L'avertissement est très clair. À la seconde où les gens voient les ficelles, tout le jeu s'écroule. Le pouvoir qu'on a gagné par la ruse se transforme immédiatement en une gigantesque faiblesse. Autant dire que ce n'est pas une stratégie pour les amateurs ou les impulsifs. Chaque mot, chaque geste doit être calculé. La moindre erreur, la moindre indiscrétion peut tout faire basculer. Les risques sont tout simplement colossaux. Et les conséquences, quelles sont-elles? Eh bien, c'est pire que tout. Si on se fait prendre, on sera blâmé non seulement pour l'acte en lui-même, mais aussi pour la tromperie, pour la lâcheté. On aura l'air bien plus sale que si on avait agi directement. La situation peut très vite devenir incontrôlable. Et surtout, on va déclencher une haine terrible, parce que rien n'est plus humiliant que de découvrir qu'on a été le pion de quelqu'un. Le point essentiel à retenir, c'est vraiment celui-là. L'invisibilité, ce n'est pas juste une technique, c'est l'essence même de ce pouvoir. Si le secret est percé, le pouvoir ne diminue pas, il s'évapore. Pire encore, il se retourne contre son ancien détenteur. Et on va finir là-dessus. Cet art de l'influence indirecte, c'est comme marcher sur un fil invisible. Tant que personne ne voit le fil, on passe pour un génie. Mais la chute est toujours possible et elle est souvent brutale. Ce qui laisse une question en suspens, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?